Au sommaire de cette édition en religion, la CIPOS 2017, conférence internationale sur la puissance et l'onction du Saint-Esprit, a eu lieu ce samedi 12 août 2017 à Abidjan. Actualité africaine au Burkina Faso, la peur dans les rues de Ouagadougou frappée pour la seconde fois en 18 mois. Les réfugiés séropositifs reconstruisent leur vie au Niger. Actualité internationale, la Méditerranée, nouvel incident avec les grandes côtes libyennes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci encore de choisir The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion comme annoncé dans les titres. La conférence internationale sur la puissance et l'onction du Saint-Esprit, en abrégé CIPOS édition 2017, a eu lieu ce samedi 12 août 2017 dans la ville d'Abidjan. Il faut préciser que la CIPOS 2017 a été aussi marquée par la consécration de nouveaux serviteurs de Dieu issus de la promotion de l'Institut biblique Le Chandelier. Reportage. Ces hommes et femmes accueillis dans la liesse sont les nouveaux pasteurs et serviteurs de Dieu issus de la 19e promotion de l'Institut biblique Le Chandelier IBC. Devant parents et amis, ils ont été présentés à Dieu et consacrés le samedi 12 août 2017 à l'occasion de la CIPOS 2017, la conférence internationale sur la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Placée sous un thème évocateur intitulé « Quand l'onction descend », la CIPOS 2017 a aussi été un temps d'enseignement et diffusion du Saint-Esprit présidé par le révérend docteur Philippe Kwasi. Ce sont au total 37 serviteurs de Dieu, des pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et apôtres qui constituent la 19e promotion de l'IBC baptisée Promotion la foi en action. Chacun des étudiants pasteurs a reçu un diplôme de fin de formation avant qu'ils ne soient tous consacrés par onction d'huile. Pour les étudiants pasteurs de la promotion la foi en action de l'IBC, c'est le début d'un ministère qu'ils espèrent consacrer à la foi en Christ. Aujourd'hui, on est reconnu comme serviteur et servant de Dieu. C'est beaucoup de responsabilité. Je suis très heureux de participer à l'école du Seigneur et des sorties, afin de pouvoir gagner des âmes dans cette nation. Initiateur de la CIPOS et fondateur de l'IBC, le révérend docteur Philippe Kwasi est revenu, lui, sur l'importance de la formation des hommes de Dieu. Surtout, avant de commencer l'œuvre de Dieu, il faut la formation. Même si tu es dit que cette équipe va te former, si Dieu a établi dans l'église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, Dieu leur a donné la connaissance pour communiquer cette connaissance-là aux autres, afin qu'ils puissent aussi connaître la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons dans l'Institut biblique Les Chandeliers. Nous restons toujours en religion en Côte d'Ivoire. Du 9 au 13 août 2017, la mission évangélique Sinaï d'Abidjan Koumassi a tenu sa première convention. Ces moments de reconnaissance à l'Éternel ont été marqués par des temps d'enseignement autour du thème Visitation naturelle, explosion. C'était le dimanche 13 août 2017. Un culte de louange et d'adoration a mis fin à cette convention. Suivons notre reporter. En fanfare et dans les chants, le peuple de la mission évangélique Sinaï a crié sa reconnaissance à Dieu dans les rues d'Abidjan pour marquer la fin de sa convention annuelle. Pour ce culte apothéose, le peuple de Sinaï, conduit par son leader, la prophétesse Nessira Kadjo, a accueilli dans une ferveur indescriptible l'église sœur de la mission évangélique La Puissance de la Parole MEP de la prophétesse Sarah Epono. Ces chaleureuses retrouvailles ont donné lieu à de forts moments de louange.
Placée sous le thème central de la visitation surnaturelle, explosion, la convention 2017 de Sinaï, la toute première de la mission, a été meublée du 9 au 13 août 2017 par des temps d'enseignement et d'impact conduits par de nombreux hommes de Dieu. L'enseignement en ce jour de clôture de convention a été donné par la prophétesse Sarah Eponon, leader de la MEP. La sœur et mentor de la prophétesse Nessira Kadjo a dévoilé les différents points de la visitation surnaturelle et de l'explosion divine. Bien, mais la faveur de Dieu est un don immérité. C'est une grâce. Mais je vais plus loin. Vous dites que la faveur de Dieu est une décision. Alléluia. La faveur de Dieu est une décision de Dieu. Dans la faveur de Dieu, il y a la bénédiction. Mais c'est la faveur de Dieu sur la vie d'Isaac qui a provoqué l'explosion. Tu peux avoir la volonté directive, mais dans la volonté souveraine de Dieu, ça ne se négocie pas. Tu as décidé. Il manifeste sa faveur. Il manifeste sa faveur. Même si tu es fidèle, tu as décidé de te rendre riche. Même si tu es joli, tu as décidé de te rendre riche. On voit dans le monde, les gens sont fidèles, mais ils ont de l'argent. Les gens courent après. Mais toi, il n'y a pas fidèle en Jésus. Tout le monde est joli en Jésus. Parce qu'on a la gloire de Dieu sur nous. Tu as l'argent, tu as l'élévation, tu as la réussite, tu as la gloire. Tu vois la même force. Tu vois la même force. De nombreuses activités, dont des ballets et un concours de prédication biblique, ont aussi marqué cette journée. La prophétesse Nessira Kadjo, leader de la mission Sinaï, remercie ici Dieu pour la bonne réussite de cette convention 2017. Nous avons organisé la convention par obéissance à Dieu parce que nous avons reçu un message de Dieu qui nous a dit comme ça qu'il voulait nous amener à une autre étape. Donc, voulant obéir à ce message-là, nous avons organisé cette convention, nous avons donné cette plateforme que nous puissions rentrer dans le divin comme Dieu nous l'a. C'est cela que nous pouvons dire aujourd'hui que pour nous, cette convention est une réussite. Nous continuons en religion, cette fois-ci direction Israël avec cette brève. Le voyage en Israël en Terre Sainte organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage est une effectivité. Les pèlerins se sont envolés ce samedi 12 août 2017 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire que les pèlerins, près d'une soixantaine très heureux, avec à leur tête le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté, se sont exprimés à l'aéroport et le pasteur Sam a ensuite fait une prière avant de s'envoler pour Israël. Nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons à sa mort et sa résurrection et son ascension. Et pour pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu, il faut visiter, voir tous les sites et tous les lieux qu'il y a dans la Bible et tous les événements qui s'est passé dans la vie et ministère de notre Seigneur Jésus-Christ que nous suivons. Et je crois que vous voyez cette première édition que nous avons organisée en tant que Béni TV, une réussite. Vous voyez sûrement ceux qui sont de la Côte d'Ivoire et quelques-uns qui sont venus du Bénin. Mais nous serons rejoints par ceux qui sont du Gabon et du Congo, du Tchad. Les gens viennent partout. Et je crois que c'est une réussite. Et c'est mon souhait que nous partons et nous revenons chargés et bénis. Parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain et puis revenir de même. Et il sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. L'ONG Donnez-leur vous-même, présidée par le pasteur Kinda, a officiellement lancé ses activités ce samedi 12 août 2017 à travers une cérémonie de remise de dons. Cette belle cérémonie s'est déroulée dans la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan, en présence du représentant du député, l'honorable Emolo. Reportage. L'ONG Donnez-leur vous-même, dirigée par le pasteur Kinda, a fait des heureux ce samedi 12 août 2017. La commune de Koumassi, précisément le quartier Soweto, a abrité la cérémonie de lancement de la dite ONG. Cette belle fête a été marquée par plusieurs articulations et principalement la remise de dons aux veuves.
De prime abord, le président du quartier, M. Begré Amani, n'est pas resté indifférent face à cette belle manifestation. Très heureux du lancement de ce projet dans mon quartier et souhaite longue vie à l'ONG vous-même. Ensuite, le pasteur Kindal, président de cette ONG, principal initiateur de cette belle cérémonie, a donné les objectifs de ce programme. C'est une grâce de Dieu. C'est une plénitude de l'Esprit de Dieu de pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. En ce jour, on a pu intervenir dans le domaine humanitaire pour aider 50 mamans, veuves et indigentes, et puis 50 enfants orphelins et vraiment indigents. Vraiment, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, les objectifs de l'ONG est d'abord humanitaire et ensuite développement. Pouvoir amener les uns et les autres dans notre état de situation vraiment précaire, délabré, de pouvoir sortir de là par des moyens de financement, par des projets que nous voulons financer, par des entreprises, des visions des uns et des autres que nous voulons financer. Et nous comptons sur l'appui de nos partenaires, un peu partout, en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde, pour que vraiment nous puissions atteindre nos objectifs. Les récipiendaires qui étaient très heureux d'avoir reçu ces dons ont manifesté leur joie. Nous sommes contents. L'ONG, donnez-leur vous-même, nous a fait des présents. Nous sommes contents, nous sommes très heureux. Que Dieu leur donne longue vie. Vraiment, que Dieu fasse qu'on ait des dons plus souvent encore. Le député, l'honorable Emolo, s'est fait représenter par M. Kofi Jean qui a félicité cette belle initiative. Nous sommes très ravis de voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent ici. Et le député lui-même, il avait voulu être là, mais il a été empêché, donc il nous a dépêché d'être ici pour soutenir dans ce que vous faites. Et je crois que très prochainement, nous allons vous inciter vous-même à organiser quelque chose, pas plus grand, mais aussi joli que celui-là. Cette belle cérémonie a mis du baume au cœur de la population de Soweto qui en avait besoin. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine au Burkina Faso. La capitale est toujours sous le choc après l'attaque qui a fait 18 morts dans la nuit du dimanche au lundi dernier et dont le mode opératoire rappelle ainsi les violences commises au même endroit en 2016. Plus de 24 heures après l'attaque, la ville de Ouagadougou est comme endormie, sonnée. Rue quasi déserte, magasins fermés en cette journée de deuil national. Dans le quartier où s'est déroulée l'attaque, le périmètre est encore bouclé. Non loin du drame, certains se sont pourtant réunis avec l'attentat dans toutes les mémoires. Hassan était voiturier ce dimanche au restaurant Istanbul. Il s'est retrouvé nez à nez avec les terroristes. Oui, je l'ai vu vis-à-vis ça. Et l'autre était un peu clair. L'autre était un peu noir comme ça. Ils sont des sur les motos noirs et comme ça. Donc moi, il y a un garé virgule là-bas. Ils ont venu me faire semblant qu'on les virgules d'arrêt virgule. Donc moi, il y a enlevé maintenant pour demander qu'est-ce qu'il fait vers virgule, qu'on les virgules là. La personne n'est pas répondre. Donc en même temps, ils ont commencé déjà même temps, pas. Donc. Hassan est parvenu à s'enfuir et garde quelques points de suture. Des blessés plus graves, il y en a eu beaucoup ce soir-là. Une vingtaine sont pris en charge ici à l'hôpital principal de la ville. Ce gendarme de 28 ans a reçu 4 balles dans le bras gauche. Il est en état de choc après avoir combattu les djihadistes dans un assaut qui a duré des heures. Il fallait qu'on mette des tactiques en place avant de pouvoir mettre la main sur ces soi-disant djihadistes. Ils avaient déjà tué beaucoup de gens. Notre objectif c'était de les tuer aussi pour mettre fin à leur barbarie. Ce jeune homme, lui, est entre la vie et la mort. Une balle est venue se loger dans sa tête. Pour les blessés et leurs familles, un soutien psychologique a été mis en place pour tenter de faire face au traumatisme vécu. La barbarie en fait de l'acte était telle que n'importe quel être humain aurait très certainement été touché. Et nous avons effectivement reçu des témoignages de gens qui expliquent des scènes assez horribles. Et certains étaient effectivement très traumatisés. À l'extérieur de l'hôpital, un timide retour à la vie, en attendant la fin du deuil national, prévu mercredi soir.
Les inondations et glissements de terrain survenus en Sierra Leone ont fait 300 morts et 600 personnes disparues dans la capitale Freetown. Le gouvernement sierra-léonais a lancé un appel à l'aide internationale. C'est l'une des pires catastrophes naturelles en Afrique de ces dernières années. Plusieurs centaines de morts et des milliers de disparus d'après le gouvernement sierra-léonais. 3 jours de pluie torrentielle ont provoqué lundi le glissement de tout un pan de collines surplombant la capitale Freetown. Les glissements de terrain et inondations ont décimé des familles entières. J'ai d'abord vu le corps de ma sœur et j'ai appelé à l'aide. Et on l'a allongé sur le sol, puis j'ai entendu des gens pleurer. J'ai perdu toute ma famille. Des quartiers entiers de bidonvilles ont été détruits par des coulées de boue. Selon les autorités, certains bâtiments avaient été construits illégalement. Le président sierra-léonais a lancé un appel à l'aide internationale. Il a aussi remercié les secouristes. Avec les pays qui participent à notre développement, nous avons déjà établi un centre de crise pour coordonner nos interventions et pour venir en aide aux rescapés. Avec ces inondations, le risque désormais est de voir l'apparition de maladies comme le choléra. En 2014, la Sierra Leone avait été frappée par le virus Ebola qui avait fait plus de 4000 morts à travers le pays. Nous restons toujours avec la Sierra Leone qui a besoin urgemment d'aide après ces glissements de terrain et d'inondations qui ont fait près de 400 morts. À Freetown, la capitale, a affirmé le mardi dernier le président sierra-léonais en personne. La Sierra Leone lance un appel à l'aide internationale après les inondations et glissements de terrain qui ont provoqué la mort de plus de 300 personnes dans la capitale Freetown. Il y aurait au moins 600 disparus. Israël, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont déjà promis de subvenir aux besoins criants. Notre équipe de sauveteurs éprouve des difficultés. Nos voitures et nos ambulances ne suffisent pas pour venir en aide. Les capacités de la morgue sont dépassées, l'établissement avance même le chiffre de 400 morts. Le président Ernest Bai Koroma s'est rendu sur les lieux pour saluer les équipes de secours. J'ai vu les collines, le sommet de la montagne descendre comme un feu. C'était comme un éclair, une tempête, un ouragan. Une bonne partie des maisons ont été recouvertes. Les bidonvilles accrochés aux collines ou sur le littoral ont été balayés par des coulées de boue débordant les systèmes d'égouts. Un plan d'urgence a été mis en place pour éviter toute épidémie potentielle de choléra, diarrhée ou typhoïde. Direction le Congo-Brazzaville, une fête de l'indépendance dans l'inquiétude économique et sécuritaire. Le Congo-Brazzaville a fêté ce mardi dernier 15 août 2017 son indépendance dans un contexte économique fragile et une situation sécuritaire délétère dans l'une de ses régions stratégiques. Le président de la République du Congo-Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'a reconnu dans son discours officiel. Dans un contexte de crise économique à laquelle vient désormais s'ajouter des crises sociales, le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est montré rassurant. Dans son discours à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance, il déclarait « Notre pays ne s'est pas arrêté, il continue d'avancer, il continue de vivre », même si toutefois il reconnaît que la situation actuelle est préoccupante. Les recettes budgétaires et les investissements publics sont en baisse continue. Tous les secteurs de l'économie sont touchés par la récession. Le chef de l'État congolais pour la circonstance s'est montré volontariste. Cette crise qui gagne le champ économique sera surmontée. Il annonce par ailleurs la signature d'un programme avec le Fonds monétaire international afin de créer de nouvelles bases de croissance. Alors que la situation sécuritaire dans le pôle préoccupe jusqu'à la communauté internationale, le président Sassou Nguesso invite Frédéric Binsamou, le chef de la rébellion, à se rendre à la justice. Au Cameroun, le quartier de Youpoué à Douala est réputé comme le plus grand marché de commerce de poissons frais dans ce pays. De petits métiers se sont désormais créés autour de la pêche artisanale qui représente des milliers de tonnes de poissons par an.
Yupoué, quartier situé dans le 2e arrondissement de Douala, est réputé pour le commerce de poissons frais. Ici, la pêche artisanale a engendré plusieurs autres activités rémunératrices. On y rencontre des pêcheurs qui sont les fournisseurs de poissons, les revendeurs et enfin les nettoyeurs qui ont pour rôle d'écailler les poissons à l'aide d'une brosse artisanale fabriquée à base de planches et de clous. Chacun y trouve son compte. On attrape les sols, les brochets, les tilapias, les capes, les capitaines. Oui, avec la pêche, on gagne son pain quotidien si tu es un bon pêcheur. Je suis nettoyeur. J'accoste les clients, j'aborde les clients au marché, je les ramène ici et je nettoie le poisson. Si me donnent parfois ils me donnent 500, parfois ils me donnent 1000 francs, parfois ils me donnent 300. C'est la vie, c'est comme ça, petit à petit l'oiseau fait son nid. Le marché de Yupoué se distingue également par la diversité du type de poissons qu'on y trouve. Des gros poissons, capitaines, carpes bas, aux petits silures, tout y est. Principal centre d'approvisionnement en poissons frais à Douala, ce petit village de pêcheurs est au quotidien pris d'assaut et ce dès les premières heures de la matinée par les acheteurs et revendeurs. Tous y accourent en raison de la qualité et surtout du prix des poissons. Nous on a la chance d'avoir du poisson frais et bon marché, de qualité. Voilà. Moi j'aime bien le poisson frais. Et quand j'ai un besoin, je me retrouve ici pour faire mes emplettes. Si je viens ici parce qu'il y a des produits frais, je suis en train de faire le deuil de mon papa. Et quand tu invites les gens chez toi, il faut leur donner des bons produits. Et j'aime des bons produits. Que chacun soit content quand on mange chez vous. Chaque année, des milliers de tonnes de poissons sont vendus ici. Les pêcheurs aimeraient acquérir des matériels de pêche modernes ainsi qu'un encadrement adéquat afin de contribuer réellement à l'économie camerounaise. L'actualité internationale avec le Qatar face au boycott et aux restrictions du mouvement imposé par les pays du Golfe au Qatar depuis le 5 juin 2017, étudiants et travailleurs doivent désormais faire face à de nouvelles difficultés. Suivons cet élément pour mieux comprendre. Un bureau des compensations et des plaintes. C'est la solution à laquelle ont pensé les autorités qataries pour aider les citoyens touchés par la crise diplomatique dans le Golfe. Sarah vit depuis 1 an entre le Qatar où elle travaille et les Émirats arabes unis où elle suit un cursus universitaire. Mais depuis juin dernier, les sévères restrictions imposées au Qatar par ses voisins du Golfe l'empêchent de finir ses études. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont coupé toute relation diplomatique et commerciale avec Doha. Ils obligent leurs ressortissants à rentrer et expulsent les Qataris de leur territoire. Conséquence pour Sarah, née de mère émirati et de père qatari, elle ne peut plus aller voir sa famille aux Émirats. Je ne peux pas les voir. Je ne peux pas voir ma grand-mère, mon grand-père. Je les aime tellement, ils me manquent tellement. Ma grand-mère est malade et ma mère, chaque jour, elle parle avec ses sœurs. Pour Abdallah, c'est sa source de revenus qui est en péril. Ses chameaux, partis paître en Arabie saoudite, ne peuvent plus quitter le territoire. Je ne pensais pas que cela affecterait les gens, parce qu'il y avait déjà eu des crises en 2013, 2014 et 2015. On avait retiré les ambassadeurs. Mais cette crise affecte les personnes, et même les animaux. En attendant une éventuelle sortie de crise, le bureau des réclamations répond au cas par cas. Abdallah compte sur une compensation financière. Quant à Sarah, elle espère terminer son cursus à Doha. Le gouvernement qatari a déjà recensé plusieurs milliers de plaintes de victimes collatérales de cette crise, sans précédent dans le Golfe. Un nouvel incident s'est produit en mer Méditerranée. Une altercation a eu lieu entre un équipage de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms et des gardes-côtes libyens. L'incident s'est produit dans les eaux méridionales. Suivons. En Méditerranée, nouvelle confrontation tendue entre une ONG de secours des migrants et les gardes-côtes libyens. Mardi, un bateau de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a été intercepté par ce navire des gardes-côtes. Le Golfo Assuro se trouvait pourtant loin des eaux territoriales libyennes. Par téléphone, les gardes-côtes se sont fait très menaçants à leur égard.
Contactée par Euronews, l'une des responsables de l'ONG raconte. Mardi, notre bateau, le Golfo Azurro, était en train d'effectuer un entraînement de sauvetage à 27 000 nautiques de la côte libyenne. On était donc dans les eaux internationales. Tout d'un coup, on a vu apparaître une patrouille des gardes-côtes libyens. Ils nous ont approchés à toute allure. Ensuite, ils nous ont menacés par radio, nous ont demandé si on avait une autorisation de la Libye. On a insisté sur le fait qu'on se trouvait dans les eaux internationales. Ils ont essayé de nous forcer à les suivre jusqu'à Tripoli. Ils nous ont dit que si on n'obéissait pas, ils nous tireraient dessus. Après 1h40 de discussion, ils nous ont dit de quitter la zone et de ne pas revenir, sinon ils ouvriraient le feu. La semaine dernière déjà, l'ONG avait rapporté un incident similaire concernant son autre bateau, l'Open Arms. Les gardes-côtes libyens avaient tiré en l'air pour exiger qu'il quitte la zone où il se trouvait. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous retrouvez sur notre site internet. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.